Avec l'aide de Dieu, on va dire quelques paroles ce soir à l'occasion de Yutet Bekislev. C'est une date qui est très particulière. Premièrement, c'est une date parce que ce soir, il y a déjà 20 ans de ça, j'ai fait mon alia. Le soir de Yutet Bekislev. Au Hashem. Voilà, ça c'est premièrement. Donc on peut dire aussi que c'est une façon de sortir de la galoute, de la prison. Hein, la prison de la galoute. On arrive en Israël. Yutet Bekislev. Donc c'est une date qui a son importance. On voit que Baruch Hashem, c'est une date avec l'Admour Hazaken, la libération de l'Admour Hazaken, le dévoilement du Tanya, le dévoilement du Shulchan Aruch Harav, celui qu'on appelle Shulchan Aruch Harav, pour pas dire le Shulchan Aruch de l'Admour Hazaken dans certains milieux malheureusement. Et on va expliquer à peu près qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi la particularité de l'Admour Hazaken par rapport à tous les autres Admourim dans la Chassidoute? Parce qu'il a une très grande différence par rapport à toutes les autres Chassidouyot. Quand on est, Baruch Hashem, versé dans l'étude et qu'on étudie les enseignements des Admourim de Chabad, on voit qu'il y a une très grande différence dans la façon d'approcher l'étude. Premièrement, il faut comprendre que l'Admour Hazaken, on l'appelle le Litvak, c'est un Lituanien. Donc c'est un Lituanien. Il est de la même école de pensée que le Rav Shach, d'accord, et que le Rav Steinman, ou le Rav Chaim Kanievski, s'il vous plaît, le kavod pour tous les Talmidei Chachamim, Bezrat Hashem, pour le Rav Chaim Kanievski, etc. Bon, bref, c'est la même école de pensée. Pourtant, c'est très différent. Pourquoi c'est très différent? Parce que lui, bien que c'était un très grand Talmid Chacham, il faisait très peur. Déjà, son beau-père, il le trouvait bizarre. Son beau-père, c'était un très grand Talmid Chacham du monde lituanien. Et il trouvait bizarre que l'Admour Hazaken, il priait aussi longtemps. C'était un homme qui priait très longtemps. Le vendredi soir, par exemple, quand tout le monde rentrait à la maison, déjà, ils avaient terminé la tfila, ils rentraient à la maison, ils faisaient kidouche. L'Admour Hazaken, il était encore dans la synagogue en train de faire cette tfila. Il avait énormément de kavanot, énormément d'attention. Il y avait énormément de choses. Il a vécu beaucoup d'épreuves au sein même de sa famille avec son beau-père, etc. On va pas vous raconter toutes les histoires, mais elles sont très intéressantes. Où il a voulu le tester pour voir si c'était un véritable Talmid Chacham, Baruch Hashem, et qu'il lui a montré qu'il connaissait bien la l'Admour Hazaken. Et malheureusement, on n'a pas tout son Shulchan Aruch. Il y a une partie de ses écrits qui sont perdus avec le temps, parce qu'on n'a pas eu le mérite. Mais on voit qu'on a le Tanya, Baruch Hashem, et d'autres livres qu'on ne connaît pas. Il y a d'autres livres que les gens ne connaissent pas. Il y a énormément de Sfarim, Torah Or, Likutei Torah, etc. Baruch Hashem. Mais il y a aussi les autres Admourim. Les livres de Chassidut que je préfère, moi, c'est les livres de Chassidut de l'Admour, le Rav Shalom Dovber, que quasiment personne connaît ces Sfarim. Les gens, ils n'en parlent pas assez. C'est des shurim extraordinaires. Donc, et on voit tout simplement qu'il y a une particularité au sein de la Chassidut Chabad qu'on n'a pas retrouvée dans tous les autres mouvements chassidiques. Pour l'Admour Hazaken, le plus important, c'était d'être baki dans la halacha. C'était extrêmement important pour lui qu'un chassid, il se devait être baki dans la halacha. Il a instauré dans le monde chassidique l'étude de la halacha de façon exceptionnelle. D'ailleurs, on le voit à travers le monde. Le monde de la chassidoute qui a émis le plus de livres en termes d'halacha, c'est le monde Chabad. C'est-à-dire au-delà des grands baté Knesset que les Chabad n'ont pas, des grands baté Midrash que les Chabad n'ont pas. Ils ont plein de petits baté Chabad un petit peu partout dans le monde, que quand on va en Thaïlande, quand on va en Chine, quand on va à Venise, ou même à Dubaï, ça a été les premiers à s'installer. C'est les premiers à venir et à s'installer, à faire le Bet Chabad. Je racontais l'histoire d'un ami à moi, le Rav Rosenberg, qui habite à Bnei Brak, et il a son fils, Shalom, qui lui est chaliard du Rabbi. Il est chaliard du Rabbi au Tibet. Qu'est-ce qui s'est passé? Toute sa famille aujourd'hui, sa femme et ses enfants habitent à Bnei Brak. Au début, il est parti quand ses enfants étaient petits. Il est parti avec rien au Tibet. Là-bas, il a appris qu'il y avait une chaîne de montagnes par laquelle tous les Israéliens passaient pour aller dans les temples bouddhistes et les temples là où on fait de la Avodah Zara. Les Israéliens, après l'armée, ils voulaient aller là-bas. Ils faisaient des tours en Asie. De Goa, ils arrivaient là-bas. Et après, ils voulaient aller dans les temples tibétains pour apprendre avec les moines Shining le kung-fu ou la pensée tibétaine ou d'autres choses. Et lui, il s'est mis là-bas. Il y avait, à un moment donné, il y a une gorge dans les montagnes, dans la montée, on est obligé de passer par là. Et lui, il s'est mis là-bas, il a construit un Bet Rabad au milieu de nulle part. Comment il a construit le Bet Rabad? Les routes, elles sont impraticables. Il fallait monter tous les matériaux pour construire le Bet Rabad, à dos d'âne et à dos de vache. Et il fallait tout construire là-bas dans le froid. Il a vécu là-bas avec sa femme et ses enfants. Il a fait faire teshuva à beaucoup de neshamot. Il est encore là-bas. C'est une grande messiroute nefesh. Aujourd'hui, sa femme et ses enfants sont
sont à Bnei Brak, il les voit de temps en temps, ils vont là-bas de temps en temps, lui il vient de temps en temps, avec le Corona c'est très difficile pour lui. Mais on voit Baruch Hashem, un grand Talmid Chacham, il est parti de rien, comme on a vu avec le Rav Pinson, comme on a vu avec d'autres shluchim de Chabad. C'était important de créer des Talmidei Chachamim qui étaient capables. Un Talmid Chacham, là où il arrive, comme à Kisei Rachamim, le Rav Meir Mazouz, il est Makpid, quand il nous enseigne, il nous dit, vous étudiez Ilchot Shrita, maintenant vous allez faire la Shrita, vous allez avec le Rav Marpoud, on va vous emmener faire la Shrita à un animal. Vous allez apprendre, vous avez appris Baruch Hashem. Vous étudiez Ilchot Mila, maintenant vous allez faire une Brit Mila. Qu'on connaisse la halakha, les maaseh, qu'on sache comment on fait les choses, pas qu'on étudie qu'en théorie. Et l'Admour Azaken, c'est ce qu'il a instauré. Mais c'est encore plus important que ça. Il faut bien comprendre, pour bien comprendre l'histoire des Chabad, il faut bien comprendre l'histoire des Juifs d'Afrique du Nord. Et vous allez comprendre le rapport. On voit qu'en Afrique du Nord, les Juifs, ils ne sont pas tous arrivés en même temps. Contrairement à tout ce qu'on a pu croire. En Afrique du Nord, il y a eu des gens qui sont arrivés déjà à l'époque de Shlomo HaMelech. Shlomo HaMelech a été le premier à son époque à envoyer des Juifs. Il les a envoyés à Carthage. Il n'y avait même pas encore les Arabes en Afrique du Nord. Ils sont arrivés à Carthage, et de là-bas de Carthage, ils ont créé plusieurs villes pour pouvoir approvisionner Israël de toutes les richesses et de tous les bienfaits qu'ils pouvaient avoir dans ces régions-là. Et après, ils vont développer différentes villes. La ville de Moknine, au Maroc, la ville de Meknes, en Algérie, attendez, laissez-moi vous expliquer. La ville de Constantine, la ville à Oran, les Juifs vont se développer là-bas déjà à l'époque de Shlomo HaMelech. Et quand on voit dans l'histoire d'Afrique du Nord, on voit que les Oranais, ils disent nous on est Oranais, on n'est pas Algériens. Les Constantinois, nous on est Constantinois. Un coup c'était en Tunisie, un coup c'était. Alors qu'à l'époque, il n'y avait même pas ces frontières, elles n'existaient même pas. Et vont se créer des communautés là-bas, une des connues, la communauté des Twansa, qui sont arrivés à l'époque du Bet Amikdash Arishon. Que quand les Kohanim sont partis de Djerba après la destruction du temple, la première communauté où ils ont lui aller, c'est la communauté juive la plus puissante dans le monde. Les gens pensent que les Juifs ont quitté Israël avec la diaspora, avec la destruction du premier temple et avec la Babylonien. Non. Shlomo HaMelech, il avait envoyé des émissaires partout dans le monde. Comme Chabad aujourd'hui a fait en sorte qu'il y ait des émissaires de Chabad partout dans le monde. Mais regardez bien, écoutez bien. Cette communauté, elle va se former. On va les appeler les Twansa, dans un premier temps. Ces Twansa, ils vont avoir les coutumes de Baït Rishon. Et toutes les villes que je viens de vous citer ont des coutumes de Baït Rishon. Par la suite, on va avoir Chorban Baït Sheni. Et avant Chorban Baït Sheni déjà, on va avoir des Juifs qui vont arriver en France, qui vont être vendus en esclavage. On va avoir différents Juifs qui vont arriver, qui vont avoir des coutumes de Baït Sheni. Les Juifs d'Europe de l'Est, pour la majeure partie d'entre eux, ont les coutumes de Baït Sheni. Qu'est-ce qu'il a fait le Baal Shem Tov? Le Baal Shem Tov, il a créé une coutume, la coutume qu'on appelle aujourd'hui la coutume chassidique, qu'on appelle la coutume Sfard. C'est quoi la coutume Sfard? Sfarad. Il a pris la Torah des Rabbanim Sfarad, qui s'inspire de Baït Rishon, et il a instauré dans le monde Ashkenaz. Il a été énormément au niveau de la halakha, critiqué par tous les poskim de la génération. Beaucoup sont sortis contre lui pour ces nianim-là. Et dans la tfila, il a rentré énormément de kavanot. Énormément de kavanot. Il a voulu réinstaurer dans le monde d'Europe de l'Est le minag de Baït Rishon. Et c'est ce qui s'est passé avec beaucoup de mouvements chassidiques. Les seuls qui ont tenu la route sur le minag de Baït Rishon, c'est les Chabad. Raison pour laquelle beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord et de Chabad trouvent ce rapprochement. Tout ça, c'est des faits qui sont extraordinaires parce qu'il faut bien arriver à comprendre. Quand on comprend et qu'on étudie cette histoire, on comprend qu'on n'est qu'un seul peuple. On comprend qu'on n'a qu'une seule Torah. On comprend que tous notre syndikim et tous nos maîtres ne forment qu'un grand ensemble, Baruch Hashem, et qu'un Retzon Hashem. Et c'est pour la même raison que quand dans le monde d'Afrique du Nord, ils ont découvert le Tanya, tous les rabbanim se sont mis à l'étudier. Le Baba Saleh, quand il a vu le Tanya, il a dit une grande Torah dans un aussi petit livre. Il en a encouragé. Quand le Rav Pinson est arrivé en Afrique du Nord et qu'il y avait des gros problèmes face à l'Alliance, des gros problèmes d'assimilation, on a eu des problèmes face à des Juifs qui faisaient partie de communautés qu'on appelait les communautés des Grana ou les Ligournim, qui étaient des communautés qui arrivaient d'Italie ou d'Espagne ou autres, qui avaient le minag de Baït Sheni. C'est eux qui avaient la tendance en Afrique du Nord à s'assimiler aux nouvelles cultures. C'est eux qui avaient tendance en Afrique du Nord, quand ils étudiaient à l'université, d'oublier de mettre de côté la Torah et les mitzvot. De commencer à nous dire, la Torah c'est pas si important, l'étude de la médecine, etc., c'est beaucoup plus important, tout est important. Mais on voit qu'au contraire, qu'en instaurant l'étude qu'a fait le Baal HaTanya, et la façon d'impliquer et la chassidoute et la Kabbalah autour de la halakha, et d'expliquer les kavanotes réelles et profondes qu'il y avait dans la halakha, dans le monde d'Europe de l'Est, en étant lui-même un Lituanien, il a changé la face de l'Europe de l'Est. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas accepté ça. Et beaucoup sont sortis contre la Chassidoute Chabad, comme ils ne sont pas sortis contre les autres Chassidiotes. Il y a des gens qui sont sortis contre la Chassidoute Chabad, ils ne sont pas sortis contre les Chassidim Bels.
Quand on dit que Chabad ne dort pas dans la souka, on n'a rien dit aux Belges qui ne dorment pas dans la souka à Soukot. On n'a rien dit aux Vijnitz qui ne dorment pas dans la souka à Soukot. On a parlé des Chabad. Quand les Chabad, ils ont décidé d'envoyer des Bachourim pour mettre les tefilines aux jeunes dans les rues, on a dit, ah, c'est pas possible ce qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, on voit qu'avec Arachim et Hidabrut, ces mêmes Shitot, ces mêmes Rabbanim, encouragent 30 ans, 40 ans plus tard, à faire exactement ce que le Rabbi de Lubavitch avait demandé aux gens de faire 30 ans, 40 ans plus tôt. Donc on voit tout simplement que, en réalité, on n'a qu'une seule Torah et on est tous d'accord, on a un problème de décalage horaire. C'est pour cette raison-là, à cause de ce décalage horaire qu'il y a entre les Juifs, malheureusement, pour arriver à comprendre la Torah et un certain niveau de Torah, ça prend du temps à certains plus qu'à d'autres. L'Admour Hazaken, il a eu beaucoup d'avance sur sa génération, et il a mené de grands combats, même contre l'Admour de Rousine, qui était lui pour prendre parti pour Napoléon Bonaparte et pour l'Europe contre les Russes. Les Russes, ils avaient les Cosaques qui venaient, ils allaient dans les villes des Juifs, ils prenaient dans les villages des Juifs, ils prenaient les enfants pour faire d'eux des Cosaques et des soldats qui oubliaient la Torah, qui oublieraient les bisouettes, etc. Il faut arriver à comprendre. Et de l'autre côté, on a Napoléon Bonaparte qui prône l'égalité entre les peuples et les religions, entre guillemets. Et on voit que lui, il s'est mis contre l'Admour de Rousine. D'ailleurs, il y a une histoire qui est connue. D'ailleurs, on peut se poser des questions si l'Admour Hazaken, il n'a pas des origines un peu tunisiennes ou marocaines, Dieu bénisse. Parce que le coup qu'il a fait à l'Admour de Rousine, il était extraordinaire. Écoutez-moi bien, ça y est, on va. On rigole, on voit qu'on n'est qu'un seul peuple. Regardez. Et écoutez bien, cette histoire, elle est extraordinaire. Moi, je la trouve extraordinaire. Quand on me l'a racontée, je l'ai trouvée extraordinaire. Ils ont le fameux Rosh Hashanah, ouais, elle est connue l'histoire. Le fameux Rosh Hashanah, où chacun, il était là, et c'était deux grands poskim. L'Admour de Rousine aussi, c'est une chita, où c'est des grands amis des Chachamim, où ils sont versés dans l'étude de la halacha. C'est extraordinaire. Ils sont moins connus. Mais, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ils ont une marloquette. Un, il disait, on doit supporter, s'il y a une guerre entre les deux, nous, on doit se mettre du côté des Russes. L'autre, il dit non, on doit se mettre du côté de Napoléon. Rousine, du côté de Napoléon. L'Admour Hazaken, il dit du côté des Russes. Au moins, on connaît le problème avec eux. Le danger avec eux, il est physique, il n'est pas rouhani. Le danger de l'autre côté, il est rouhani, c'est l'assimilation qui nous attend. Et on voit ce qui s'est passé pour le judaïsme en France. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe pour le judaïsme en France, malheureusement. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais on le sait. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement qu'ils ont eu cette fameuse marloquette. Et qu'est-ce qui se passe? L'Admour Hazaken, il lui dit, tu sais quoi? Voilà ce qu'on va faire. On va venir le matin. Le premier qui arrive à sonner le chauffard le matin de Rosh Hashanah et qui va ouvrir les portes du ciel, Bezrat Hashem, tout le monde devra le suivre. L'Admour de Rousine lui dit, oui, il n'y a pas de problème. Attends, on est en train de parler de Rabbanim et de Tzadikim qui voyaient, qui ressentaient, qui étaient par leur tfilote reliés avec le Rouhani, avec la spiritualité. Ils voyaient ce qui se passait dans le ciel. Et là, l'Admour de Rousine, il dit, on va tous se lever, à Mouda Shachar, Tfila Honnête, on se dépêche pour que je sonne le chauffard en premier. Donc il se dépêche, etc. Et quand il sonne le chauffard, qu'est-ce qui s'est passé? Il sonne le chauffard, il regarde dans le ciel, il dit, ah, on doit suivre l'Admour Hazaken, je sais pas comment il a fait, il a déjà sonné le chauffard, les portes du ciel sont ouvertes, ils ont été possèdés dans le ciel, qu'on doit suivre l'Admour Hazaken. Et justement, par rapport à cela, hein, on dit, mais comment il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait lui le matin? Il est venu le matin, il s'est levé, il a fait les tilat, il a fait les brachot du matin, il a fait toutes ses kavanotes, etc. Baruch Hashem. Et tout de suite après, avant de commencer même la tefila, il a sonné le chauffard. Sonner le chauffard. Avant de commencer, etc., il a sonné le chauffard. Que c'est moutard les khatrila de faire une chose pareille. Donc on voit, Baruch Hashem, qu'il connaît bien la halacha. C'est des points qui sont extrêmement importants, de bien connaître la halacha. Quand on connaît bien la halacha, on peut se permettre d'autoriser certaines choses, on peut se permettre de mettre des bachurim dans certaines situations, on sait ce qu'on est en train de faire. Quand on connaît bien la halacha, on connaît les parties du Shulchan Aruch qui sont essentielles et importantes, et on peut dire à un jeune, passe une smecha et tu deviens rave au bout d'un an, quand tu passes la smecha Chabad. Chose que j'encourage beaucoup de jeunes à passer la smecha Chabad. Il y a beaucoup de coursiers même pour les Français, c'est bien pour avoir toutes les notions, ça ne va pas faire de vous forcément des poskim dans la halacha dans tous les domaines, mais c'est une très bonne façon de commencer. Chaque juif devrait le faire normalement. Chaque juif doit connaître des parties essentielles de la halacha. Chaque juif dans sa maison, il devrait être capable de pouvoir répondre à des questions d'halacha, au lieu de devoir appeler des rabbanim, que quand on va appeler le rab qui est séfarad Bet Yosef, il va répondre blanc. On va appeler le séfarad de Chanicha Yeshivot, il va répondre noir. On va appeler le rab qui est lituanien, il va répondre jaune. Et on va appeler le rab Rabad, il va répondre vert. Viens, étudie-toi la halacha. Et choisis, quand tu étudies la halacha, quand tu passes la smecha, on ne t'enseigne pas uniquement la coutume de Chabad. On t'enseigne toutes les chitotes. Quand tu connais toutes les chitotes, tu peux choisir ton chemin. Tu peux connaître ta coutume. Tu peux connaître ton histoire. Baruch Hashem. Et ça qui est fantastique. Et c'est pour ça qu'on voit que le mouvement Chabad a plu autant
aux Juifs d'Afrique du Nord, parce que le mouvement Chabad, ce qu'ils ont fait avec le Baal Shem Tov, ils ont réinstauré la coutume de Beit Rishon. On rappellera qu'il y avait une très grande différence entre Beit Rishon et Beit Sheni. Durant Beit Rishon, quand on faisait un korban, durant Beit Rishon, parce qu'il y avait Beit Rishon, on pouvait voir la Gdusha dans les objets. C'est pour ça que les Goïm, ils faisaient Avodah Zara. Les Goïm, ils faisaient Avodah Zara. Un Goï, il voyait dans la bouteille la Gdusha d'Akadosh Baruch Hu dans le Fanta. Tiens, on est avec Fanta, on leur fait de la pub, voilà. Donc, avec Fanta, il voyait la Gdusha dans Fanta. Le Goï, il était capable de dire, c'est lui qui a créé tous les oranges dans le monde. C'est le dieu des oranges, Fanta. D'accord? C'est ce qui se passait. Il voyait la Gdusha. Beit chez nous, on n'avait pas ce rapport-là. La Torah de Beit Rishon, la Torah qu'on retrouve et en Afrique du Nord, et dans d'autres endroits dans le monde, et dans la Chassidut Chabad, c'est une Torah qui nous permet de dévoiler les secrets de la Torah, de voir la Gdusha dans ce monde. On l'a vu avec Baba Saleh, on l'a vu avec Rabbi Haïta Blomet, on l'a vu avec le Rav Tzemar Tsarfati, on l'a vu avec le Rav Yitzhak Lombroso, qui était issu de la communauté des Grana, et qui a réussi à faire l'ardoute parce que c'était un très grand Talmid Racham en Afrique du Nord, qui a réuni tous les Juifs d'Afrique du Nord. Be'ezrat Hashem, qu'on ait le mérite de voir tous les Juifs se réunir, Amen. Et d'être modim la emet, et de se rendre compte que ce que nous, on est en train de commencer à faire aujourd'hui dans certains milieux de Bnei Brak et ailleurs, Chabad, ils avaient commencé déjà, il y a de ça déjà 30 et 40 ans, et qu'on rappellera que le Rabbi, tout ce qu'il a fait, il a fait les Shem Shamaim, il n'a jamais fait les Shem Parnassa, il avait une excellente Parnassa, il était ingénieur en pont et chaussée, il passait aux toilettes, il travaillait pour avoir sa Parnassa, c'était un homme extraordinaire. C'est ceux qui l'ont pas connu, qui l'ont pas croisé, qui l'ont pas vu dans leur vie, ils peuvent pas arriver à comprendre. Mais on voit Baruch Hashem qu'il avait une particularité et qu'il a monté des mosdot fantastiques. Et qu'au lieu de créer des grands bâtés midrash, au lieu de créer des grandes synagogues de 6000 personnes ou 7000 personnes ou 8000 personnes, il a réussi à monter des petits bâtés Chabad et des petits talmidim un peu partout dans le monde qui passent leur temps à rattraper ceux qui sont le plus loin. Be'ezrat Hashem, qu'on ait tous ce mérite de tous se rattraper les uns les autres, de tous prier les uns pour les autres, qu'on ait l'ardoute dans le shalom et qu'on puisse tous faire teshuva ensemble avec Melech HaMashiach, Amen Ken Yeh Ratzon. Echaim, Echaim. C'est pas loin. Shavua Tov.